Et bonsoir à tous. Alors mon intervention porte sur ce que j'ai appelé les capitales européennes de la malfaisance contre Israël. Pas besoin de les éliminer. J'en avais prévu 4 ou 5, mais il y a une longue liste. Paris, Londres, Bruxelles, Madrid, Dublin. Il faut ajouter évidemment Athènes. Et après les scènes éloquentes qui se sont passées ces derniers jours et d'autres encore. Alors en fait, parler de la malfaisance européenne contre Israël, c'est une vieille histoire. Car il y a une longue liste de résolutions du Conseil de l'Europe et du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne contre Israël et des résolutions pro-palestiniennes qui traitent de ce qu'ils appellent les territoires occupés ou de la nécessaire répartition de Jérusalem. Donc c'est une vieille histoire. Mais depuis le 7 octobre, les choses ont pris une autre tournure. Alors je vais développer mon intervention autour de trois axes. Premièrement, le contexte de ce tsunami anti-israélien, anti-judaïque et anti beaucoup de choses. Le cas particulier, deuxièmement, le cas particulier de l'hostilité européenne. Et un troisième volet, j'essaierai en conclusion de dresser et d'expliquer en quoi cet antisémitisme et cet antijudaïsme est un phénomène de structure dans l'Europe. Premièrement, le contexte global, donc ce tsunami mondial contre Israël et les Juifs. Depuis 2 ans, tout le monde le voit, on assiste en effet à un raz-de-marée encore jamais vu dans les capitales occidentales, en Amérique comme en Europe, de plusieurs dizaines de milliers de manifestations. Je ne parle pas de manifestants. Il y a eu une statistique qui est parue il y a 3 mois, disant que donc, lors des 18 premiers mois depuis le 7 octobre, il y a eu environ 40 000 manifestations aux États-Unis seulement. Donc un phénomène vraiment de raz-de-marée, de manifestations, de rassemblements anti-israéliens. J'insiste aussi parce que, comme le disait Shmuel, on a affaire à un phénomène nouveau qui mêle toutes les strates historiques de l'opposition aux juifs, puisqu'il y a eu d'abord, si vous voulez, anti-judaïsme religieux, ensuite la période antisioniste au moment de l'émancipation en Europe, et puis ensuite, aujourd'hui c'est anti-israélien, et évidemment tout cela est antisémite. Tout se mêle pour accuser Israël et son armée de génocide. D'ailleurs, au titre des dernières nouvelles, vous avez sans doute suivi qu'aujourd'hui, c'est pas un scoop vraiment quand on sait ce que c'est que l'ONU, la chef de la commission d'enquête sur le terrorisme palestinien sur les territoires palestiniens occupés, donc une commission qui enquête parce qu'il y a plein de comités à l'ONU qui s'occupent de nous. Elle s'appelle Navi Pillay. Elle a déclaré, oui, qu'officiellement, après ces enquêtes, évidemment dont les éléments ont été fournis, entre autres, par les statistiques du Hamas, eh bien, il y a un génocide israélien à Gaza, ça date de cet après-midi. Alors, on a vu donc des millions de manifestants wokistes, comment dirais-je, qui sont à la fois anti-juifs, anti-sionistes, anti-judaïques, et qui constituent autant d'idiots utiles qui ont défilé avec le drapeau palestinien en scandant des slogans Free Palestine, et puis aussi la Palestine du fleuve à la mer, sans d'ailleurs savoir de quel fleuve et souvent de quelle mer il s'agit, et accuser donc Israël de génocide. On a en fait, il y a une superposition de plusieurs phénomènes. Bon, on avait parlé du phénomène wokisme, mais le palestinisme excède encore. Et la question qu'on doit se poser, c'est de se demander pourquoi ce mouvement est aussi massif, à quelles énergies il s'abreuve. Alors, je voudrais, pour aller un peu plus loin, comment dirais-je, vous parler d'une photo que j'avais reçue il y a à peu près 1 an, une photo qui a été prise un jour sur le boulevard Richard Lenoir à Paris, où c'était pas une manifestation, c'était une femme, une passante, qui faisait ses courses devant un étal de fruits de ce marché du boulevard Richard Lenoir à Purim de l'an dernier.
Purim 24, et elle avait un t-shirt noir, avec en bas, là, évidemment, l'estampille du drapeau palestinien, et cette phrase qui résume pour moi tous ces Antilles dont on vient de parler, cette phrase qui disait, écrite en lettres blanches, « L'humanité a cessé d'exister à la naissance d'Israël ». Je répète, l'humanité a cessé d'exister à la naissance d'Israël, une phrase invitatrice de génocide, puisque pour que l'humanité se remette à vivre, il faut que Israël soit supprimé. Et je me suis demandé d'ailleurs si, me trouvant peut-être devant ou derrière cette personne, comment j'aurais réagi devant un slogan aussi sanguinaire, d'appel au meurtre des Juifs. Et j'ai appris, parce que je voulais vous la projeter, cette photo, et quand je l'ai envoyée tout à l'heure à Yoel, à Dad, il a eu la curiosité, parce que je ne savais pas d'où venait cette phrase. C'est vrai que j'ai péché, si j'ose dire, parce qu'en tant que journaliste, j'aurais pu faire une recherche. Et bien, figurez-vous que cette phrase, elle a été écrite et proposée par Dustin Hoffman, acteur américain, bon, membre notoire du Parti démocrate, mais quand même, oui, aussi. Donc, intéressant. Alors, on le sait, pas un jour ne se passe en Europe, et notamment en France, sans qu'un juif, comme on l'a dit tout à l'heure, soit agressé violemment, ou bien banni d'une manifestation culturelle, sportive ou même professionnelle, ou alors décommandé au dernier moment d'un congrès auquel il participait, parce que même s'il a 50 ans, il a fait son service militaire dans Tsahal. Il y a des centaines d'exemples, mais un exemple parmi 1000 autres. Le syndicat CGT, vous avez entendu parler de ça, de Gardanne, il y a 2 mois, a fait pression sur la mairie et la municipalité de Gardanne, dans le sud de la France, près d'Aix-en-Provence, pour annuler au dernier moment le récital du chanteur Amir, franco-israélien, au prétexte qu'il avait lui aussi fait son service dans Tsahal. Alors, il y a une infinité de faits, mais on ne va pas les rappeler. Mais en conclusion de ce premier point, ce qu'on peut dire, c'est que la massivité et la persistance de ce phénomène appellent une analyse, comme le suggérait Shmuel. Et la question que ça pose a 2 volets. Comment ce qui était, si vous voulez, le soutien idéologique des dernières décennies aux Palestiniens, ce soutien traditionnel en tant que dernier mohican, dernier underdog du tiers-monde, des damnés de la terre, puisque c'était comme ça qu'auparavant on soutenait, c'était la dernière lutte qui faisait se lever certains drapeaux. Comment ce soutien idéologique s'est transformé aujourd'hui en une passion mondiale? Ce n'est plus une idéologie, c'est une passion. Et donc, la question que ça pose, c'est est-ce que c'est déjà en soi, cette massivité, une victoire du palestinisme? Et donc, en tout cas, on a affaire à un phénomène dynamique qui n'est pas prêt de s'arrêter comme ça, comme suggérait Shmuel. Alors, deuxième point, le cas de la malfaisance européenne. Alors, on va essayer de voir pourquoi et comment, mais chacun des différents pays du vieux continent, qui sont chacun montés en ligne contre Israël, ont un point commun, c'est un peu le bon sens qui permet de le dégager, qui inspire leur politique en faveur de la création d'un État palestinien. Ce point commun, il ne faut pas être grand clair pour le dénicher, c'est la forte démographie arabo-musulmane qui a envahi leur ville depuis 4 décennies, et donc la peur des réactions de la rue arabe à Paris, à Londres, à Bruxelles, Madrid, Dublin et ailleurs. À ce titre, je voudrais citer un fait que vous connaissez, c'est que le ministère français de l'Intérieur, sur la suggestion du gouvernement, a rédigé et publié au printemps un rapport complet de 40 pages qui s'intitule « Frères musulmans et islamisme politique en France ». Et un rapport affligeant, parce que le rapport, il montre bien le noyautage, l'entrisme, le grignotage des administrations, des cités, des institutions par l'immigration arabo-musulmane. Et
dans les pages de conclusion, il y a toutes sortes de suggestions d'aller essayer de comprendre la fierté musulmane, essayer de développer l'apprentissage de l'arabe. Enfin, on continue à surfer avec la vague, mais il y a le dernier paragraphe, comme de par hasard, dit ceci. La position française sur le conflit israélo-palestinien, eh bien, les entretiens menés ont été impactés par le climat. Les entretiens menés par les rédacteurs du rapport ont été impactés par le climat de tension prévalant en France au lendemain du 7 octobre entre les communautés juives et musulmanes. Bon, après, il développe l'idée que cela a mis en exergue un profond malaise dans cette communauté, car elle perçoit la position française comme ouvertement favorable à Israël, dans le droit fil d'une supposée islamophobie d'État. Et quelques lignes plus loin, il est la dernière phrase en fait du rapport qui a sans doute inspiré Macron et son entourage. Et c'est cette phrase qui en dit long. Bon, c'est valable pour la France, mais c'est valable dans chacun des grands pays à forte immigration musulmane. Il est dit ceci: afin de contrer ce narratif, c'est-à-dire la croyance chez les musulmans que la France serait pro-israélienne, et indépendamment des mesures évoquées dans ce rapport, qui permettraient de réaffirmer que la foi et la culture musulmane sont aussi respectables que les autres, et que la République en garantit le libre exercice et la libre manifestation, la reconnaissance par la France d'un État palestinien aux côtés d'Israël dans des frontières sûres et reconnues pourrait être de nature à aspirer ces frustrations. Fin de citation. Donc, on voit bien d'où vient le problème. Et, comment dirais-je, si vous voulez, on pourrait, c'est pas l'objet parce qu'on n'est pas dans un séminaire d'analyse, mais il faudrait prendre pays par pays. Par exemple, on pourrait trouver un lien commun entre la France, la Grande-Bretagne et la Belgique en tant qu'ex-puissance coloniale. Et j'avais écrit au moment où la Belgique a commencé, c'est elle qui a commencé à l'époque de Sharon, quand Sharon était devenu, Ariel Sharon était devenu Premier ministre, par lui chercher des noises. Et alors là, j'avais écrit que l'antisionisme et l'anti-israélisme de certaines capitales européennes est proportionnel ou inversement proportionnel à la taille de leur ancien empire colonial. Et donc, on a vraiment affaire à un phénomène de genre. Maintenant, il y a d'autres critères qui peuvent expliquer, comme en Espagne et en Irlande, le fait que dans ces pays, il y a un catholicisme enraciné dans la population et dans les élites dirigeantes qui, si vous voulez, qui aujourd'hui fait sortir un anti-judaïsme comme un urticaire. Et puis, il y a aussi quelque chose beaucoup plus subtil, un point commun pour tous ces pays, qui repose sur un paradoxe. Comment expliquer que Israël, qui a défait l'organisation terroriste du Hezbollah au Liban, qui a défait, pas encore le régime, mais qui a mis un coup d'arrêt et un coup de semonce au programme nucléaire iranien qui menace la planète, et qui a aussi aidé à éradiquer l'armée syrienne, qui était une menace pour la paix dans cette région, après la chute d'El-Assad. C'est-à-dire, comment expliquer le fait qu'après toutes ces victoires militaires menées rondement et avec beaucoup d'efforts et de mobilisation, quand Israël est en première ligne de la lutte contre l'islamisme radical et l'irrédentisme musulman, comment expliquer que, au lieu d'être soutenu, et je ne parle même pas du Hamas de Gaza, la guerre à Gaza a duré et dure encore pour des tas de raisons qui n'ont rien à voir avec notre sujet, mais une guerre difficile, mais en tout cas, militairement, le Hamas a aussi lui, été défait, même s'il subsiste comme noyau de guérilla. Comment expliquer, et il faudrait aller chercher donc des explications, que l'Occident, d'abord, ne supporte pas les victoires militaires d'Israël. Et c'est le moins qu'on puisse dire, puisque au lieu de nous congratuler, de nous aider, de nous encourager, c'est quelque chose qui est insupportable. Et à ce titre, je voudrais citer non pas une anecdote, mais un fait que j'avais relevé. C'est cet hiver, lors de son voyage à Beyrouth, le président Macron est intervenu 15 jours après, je crois que c'était fin février, début mars, dans un colloque, une rencontre des chefs d'État européens à Bruxelles, et il a eu cette phrase:
qui mérite réflexion et qui, d'après moi, est le fond des choses. Il a dit ceci. Israël avait déjà éliminé le Hezbollah, Nasrallah, etc. Il n'y avait pas eu encore la guerre contre l'Iran, mais quand même. Il a dit « Nous ne pouvons laisser Israël devenir trop puissant au Moyen-Orient ». Fin de citation. Texto. Et la phrase... Alors, vous savez à quoi ça m'a fait penser? Je pense que... Il faut penser à ce que nous disons, pour ceux qui prient chaque matin, dans le Shirat Hayam, le chant de la traversée de la mer Rouge. Il y a un verset qui dit « Az nivalu Edom, Eloé Moav, Aloufé Edom ». C'est-à-dire les grands et les importants, les responsables du peuple de Moab, et ceux du peuple d'Édom, nivalou, c'est-à-dire sont partis à la renverse de voir la gloire d'Israël et les miracles qui ont été accomplis pour Israël. Et qu'est-ce que dit Rachi? Comme dit Rachi, il fait toujours avec sa sobriété, moi je ne suis là que pour expliquer le sens obvi. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais comment se fait-il qu'on met sur le même plan Moab, qui a un conflit territorial avec Israël, puisqu'il y a, oui, une terre disputée entre les deux peuples, avec Édom, dont on sait de tradition et répété sans cesse dans les versets que Édom, lui, il a son territoire et on n'a même pas le droit de le traverser, c'est à lui, on n'a aucune ambition sur le territoire d'Édom. Eh bien, il dit ceci, il dit parce que pour Édom c'est l'Occident, donc en Europe si vous voulez, il dit ceci parce que cette partie de l'humanité, cette manière d'être homme, comme dirait Manitou, ne supporte pas Israël dans sa gloire. Ce n'est pas un problème de territoire ou de négligence de l'islam, c'est que c'est très difficile pour la mentalité occidentale, et en tête de laquelle se trouve la France, de voir qu'Israël remporte des victoires. Et donc, on a affaire à cette équation. Je crois que c'est une des grilles de lecture. Alors, pour terminer, je voudrais finir sur l'aspect qui me semble déterminant. C'est que cet anti-judaïsme et cet antisémitisme nouvelle vague, anti-israélisme, est un anti de structure, si vous voulez. À ce propos, je voudrais citer, pour toujours essayer de repérer le phénomène en train de se développer, parce qu'on, comme on l'a dit tout à l'heure, on n'est pas au bout de nos peines. Dans l'un de ses livres qui s'intitule « Dans le nu de la vie », qui est paru en l'an 2000, le journaliste et écrivain français Jean Hatzfeld, qui a d'ailleurs dit quelques bêtises, il n'est pas le seul, dernièrement sur des chances qu'il y ait un génocide à Gaza, a tout de même dit ceci à propos justement d'un phénomène qui se développe petit à petit. Il a dit « Un génocide n'est pas une mauvaise broussaille qui se greffe sur 2 ou 3 racines, mais un nœud de racines qui ont moisi sous terre sans que personne ne puisse les remarquer. » Alors c'est une vision très forte, parce qu'il me semble que ce tsunami, ce déferlement de haine contre Israël et contre les Juifs est une sorte, non pas d'exutoire, mais comme une sorte d'abcès qui se libère. 60 ans, enfin 80 ans après la fin de la Shoah, toutes sortes de choses qui étaient interdites, qui étaient intériorisées aussi, sont en train de ressortir, comme un furoncle, si vous voulez, qui se libère. Et je voudrais à ce propos, citer une vision dont nous avait fait part déjà le Rav Léon Ashkenazi Manitou, un an avant de nous quitter, en 1995, lors d'une soirée d'études à la Grande Synagogue de Jérusalem. Il avait pris, puisqu'on était en fait 2 ans après les accords d'Oslo, on était en plein chamboulement en Israël, vous vous en souvenez, et il avait pris l'exemple, de la première Mishnah la Gemara Brachot, c'est-à-dire à quelle heure dit-on Shema. Bon, là-bas, les rabbins font un pile-poule sur, on dit le Shema le soir, quand c'est la période qu'on appelle en hébreu Ben Hashmashot. Ben Hashmashot, c'est ni le jour ni la nuit, c'est l'entre-deux, et c'est le crépuscule. Et Manitou avait dit, écoutez, c'est il y a 30 ans, il avait dit, après les accords d'Oslo, il avait dit, le monde
se trouve, bon, en prenant le microcosme d'Israël, mais comment dirais-je, en l'élargissant, le monde se trouve dans une période de ni jour ni nuit. C'est la fin d'un ordre mondial qui avait été élaboré par la victoire des Alliés, la victoire militaire des Alliés contre le nazisme. Parenthèse d'ailleurs, Wiesel avait bien dit juste en disant que les Alliés avaient détruit militairement le nazisme et que les forges d'Auschwitz restaient vives en Europe. Et donc, Manitou de reprendre un peu cette idée, c'est qu'on est à la fin d'un ordre, d'une cohérence géopolitique mondiale et culturelle et civilisationnelle, et on va vers quelque chose d'inconnu, et de rappeler d'ailleurs que le jour hébraïque commence le soir et pas le matin, et que donc nous avons ce qu'on appelle Emouna Balelot, c'est-à-dire qu'on a la confiance que même si la nuit arrive, il y a un matin, et que il y aura une recomposition. Mais alors, c'est intéressant, cette analyse de Manitou très prémonitoire, faite il y a 30 ans, et dont on voit bien aujourd'hui qu'elle est à l'œuvre. Tout est redéfini, tout est chamboulé au plan géopolitique. Elle a, si vous voulez, justement, avec cette libération de cette énergie négative, anti-juive, anti-judaïque, etc., elle a, comment dirais-je, elle a trouvé à se manifester de telle manière que certains experts, ce qu'on appelle les futurologues ou les projectionnistes, je ne sais pas comment ça s'appelle véritablement, ceux qui voient l'avenir, en fait, parlent de deux choses. Ils disent que le monde c'est déjà il y a quelques années, ça, plus récent, le monde est à un aiguillage de son organisation, un ordre est en train de disparaître, un nouvel ordre peut-être va jaillir, mais il y a l'aiguillage, ce sera entre le chaos et la jungle. Et qu'est-ce que c'est le chaos? Le chaos, c'est une période sans doute nécessaire, anarchique, avant la recomposition positive d'une nouvelle organisation. Par contre, la jungle, c'est la loi du plus fort. Or, vous savez comme moi, malheureusement, que le 7 octobre, la jungle a attaqué la villa. Cette expression, elle a été lancée en 2016 par le journaliste Ron Ben-Ishai, qui est intervenu dans un colloque de journalistes en Europe, et il avait dit ceci, Israël, c'est comme une villa entourée d'une jungle. Alors nous cherchons par tous les moyens à protéger notre villa, mais nous cherchons aussi à ce que la jungle soit moins agressive. Malheureusement, ça n'a pas trop marché, puisque le 7 octobre, on peut le dire que la jungle a détruit et envahi la villa, c'est le moins qu'on puisse dire, et a libéré à l'échelle, pas seulement de la région, mais à l'échelle planétaire, et notamment dans l'Occident en décadence, l'Occident en crise, et l'Europe en particulier, a développé des mouvements de bestialité, de barbarie, de pulsion au crime, se reposant sur ce que disait Shmuel, sur ces razzias islamiques dont on a vu les effets. Alors, pour terminer vraiment, je voudrais vous citer deux conclusions, deux choses importantes à propos de la structure. D'abord, j'en parlais dans l'enregistrement que j'ai fait hier avec Shmuel Trigano. Il y a donc un antisémitisme, un antijudaïsme de structure en Europe, et Shmuel me rappelait à juste titre qu'il avait sorti un livre exactement sur ce sujet qui s'appelle « L'idéal démocratique à l'épreuve de la Shoah », dont je vous lis juste 3 lignes de conclusion qui sont l'essentiel de son contenu. Et il pose la question suivante. Pourquoi l'Europe, qui a inventé l'idée que tous les hommes sont égaux, a-t-elle aussi pu produire la Shoah? Pourquoi a-t-elle stigmatisé certains de ses citoyens au point de les détruire? Depuis de nombreuses années, le débat autour de la singularité de la Shoah est vif. Les tenants de la mémoire sacrée s'opposent aux négationnistes de droite comme à ses critiques de gauche. Derrière cette polémique se cache une question plus profonde, celle des fondements mêmes de la démocratie. Aujourd'hui encore, l'égalité entre citoyens suffit-elle à fonder une société qui fait une place à chaque homme dans sa différence? Fin de citation. Et il y a un autre auteur, après Shmuel, qui était précurseur en la matière, un auteur que vous connaissez, qui était assez pertinent, qui s'appelle Jean-Claude Milner, linguiste et psychanalyste, qui a écrit un livre paru en 2003, donc quelques années après celui de Shmuel, qui s'intitule « Les penchants criminels de l'Europe démocratique ». Un livre percutant au possible, et dont je vous lis aussi
les quelques lignes de présentation en quatrième de couverture. Dans l'espace que dominait Hitler, c'est-à-dire sur la quasi-totalité de l'Europe continentale, l'extermination des Juifs a été accomplie. Ce que les experts politiques depuis 1815 tenaient pour un problème difficile à résoudre avait du même coup disparu en fumée. Les choses sérieuses pouvaient commencer. Aujourd'hui, le chemin est parcouru. L'Europe est présente au monde au point de s'y arroger des missions. Une, entre autres, faire régner la paix entre les hommes de bonne volonté. De ces derniers, cependant, les Juifs ne font pas partie. C'est qu'ils portent en eux la marque ineffaçable de la guerre. L'Europe, héroïne de la paix en tout lieu, ne peut que se défier d'eux, où qu'ils soient. Elle ne peut qu'être profondément anti-juive. Et il poursuit et conclut, les porteurs du nom juif devraient s'interroger. Il parle donc des Juifs d'Europe. Depuis l'ère des Lumières, il s'était pensé en fonction de l'Europe. La persistance du nom juif au travers de l'histoire, la continuité des haines qu'il soulevait, tout cela devait trouver une explication dont les termes soient acceptables par l'Europe. Si celle-ci a basculé dans un anti-judaïsme de structure, alors tout doit être repris depuis le début. Fin de citation. Et j'en termine avec, peut-être par hommage à sa mémoire, une phrase qui me poursuit et qui me semble être tellement pertinente, qui a été prononcée il y a 40 ans par ce journaliste juif, regretté journaliste qui s'appelait Paul Giniewski, et qui avait dit déjà, voilà 40 ans, et ça éclaire véritablement notre propos, ce qui compte, et c'était déjà donc le cas il y a 4 décennies, ce qui compte, ce n'est pas ce que dit ou ce que fait Israël, mais ce qu'il est, à savoir le juif parmi les nations. Et voilà pourquoi il me semble que face à ce tsunami, Israël devrait continuer à s'afficher comme puissance militaire et stratégique souveraine, notamment en fabriquant ses propres armes, en affirmant sa souveraineté, et en devenant aussi, ça peut-être c'est une chose dont on parle moins, une puissance régionale capable de défendre les minorités ethniques opprimées dans les pays musulmans, ce qu'on a commencé à faire avec les Druzes au Liban, ce qu'on pourrait aussi faire avec les Kurdes dans tout le Moyen-Orient, et avec les Alaouites aussi, avec les Coptes. Et Israël, ainsi, pourrait se donner un statut de puissance régionale libératrice, si Dieu veut.